Bonjour Stéphanie, Bonjour Frédéric. on est là tous les deux à l'invitation de la Fondation Jean Jaurès pour parler de ton livre La gauche contre les Lumières, qui est paru dans la collection Raison de plus chez Fayard, dirigé par Najat Vallaud-Belkacem, un livre dont le titre contient, me semble-t-il, Stéphanie, l'idée déjà d'un paradoxe, voire d'une contradiction. Parce qu'après tout, on aurait envie de se dire pourquoi est-ce que la gauche serait pas contre les Lumières? Enfin, ce livre est une étude de fond sur quelque chose dont le titre même montre que pour toi, et pour moi aussi, hein, c'est quelque chose comme une contradiction, c'est-à-dire que la gauche devrait être avec les Lumières. Il y a quelque chose de commun dans l'idée même de la gauche d'un côté et des Lumières de l'autre. Et c'est sur le fond de ce commun présupposé qu'on peut être surpris qu'en effet, il y a aussi des oppositions, voire des contradictions. Donc le contre. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de commun d'abord? Qu'est-ce qui fait d'après toi qu'on devrait, si on se rattache à la gauche, et je pense que par ce titre, ton livre est aussi un peu un livre militant, enfin en tout cas, s'inscrit dans une vraie démarche politique. Mais qu'est-ce qui fait que si on cherche à se rattacher à la gauche, d'après toi, et moi je partage ce diagnostic, on devrait aussi se rattacher aux Lumières? Il y a une sorte de tradition qui les unit, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette tradition? Quel est ce lien implicite, forcément, d'après toi? Alors, il y a un lien historique d'abord, puisque en fait, la gauche est née des Lumières. Alors, Hmm. il n'y a pas que la gauche qui est née des Mais qu'est-ce Lumières. qu'on appelle la gauche alors? Moi, j'ai choisi volontairement d'utiliser ce terme gauche qui peut éventuellement prêter à confusion, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la gauche parlementaire, Hmm. comme originellement le mot gauche il désigne un groupe La partie parlementaire, gauche voilà, de la l'espace, partie oui. gauche de l'Assemblée Ouais. nationale. Mais j'ai choisi d'appeler gauche la tradition socialiste qui englobe, qui englobe aussi les communistes, les socialistes, sociodémocrates et les anarchistes depuis la fin du XVIIIe siècle, début XIXe siècle, parce que c'est le moment où ces trois traditions naissent en fait dans le sillage, dans le sillage de la Révolution française, Hmm. et de fait, ce qui a fait naître les espoirs d'émancipation sociale qui sont qui est le cœur de la gauche, quoi. C'est d'une part le projet émancipateur intellectuel, culturel des Lumières, qui est devenu un projet politique et social avec la Révolution française. Oui, donc en fait, moi, c'est ça aussi que je trouve important, c'est que ce qu'il y a de commun à la gauche et aux Lumières, c'est un projet d'émancipation sur le fond d'une démarche, disons, rationnelle, universelle, c'est-à-dire on démontre qu'il y a une aliénation ou une servitude par des arguments, donc la philosophie, les Lumières, la raison, et on cherche à lutter aussi avec des arguments. Donc, il y a quand même l'idée d'une émancipation qui passe par, sinon la philosophie, du moins quand même une thèse universaliste. Et donc, après, il faudra dire ce qu'est la droite, parce que finalement, si la gauche doit être avec les Lumières, est-ce que la droite est forcément contre? Et c'est vrai que donc il y a l'idée de révolution et de contre-révolution aussi, mais est-ce est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est l'émancipation et l'universel, la connexion des deux qui fait gauche et lumière? Bah, alors là, je vais m'appuyer sur Zev Sternal qui vient de nous quitter, mais qui a dit quelque chose qui me paraît juste, en tout cas qui moi m'a inspiré au départ. Sternal dit dans son livre qui s'appelle Les Anti-Lumières que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et d'une manière générale l'idée qu'il y a des droits humains fondamentaux, Mhm. c'est la synthèse de la philosophie des Lumières et c'est le sens profond du processus révolutionnaire du XVIIIe siècle. Hein, pas des révolutions en général, encore que, mais en tout cas du projet révolutionnaire de 1789. Et je crois que c'est bien l'idée qu'il y a des droits humains fondamentaux qui est le point de départ commun de la tradition libérale, alors Ouais, c'est qui est ça. considérée comme la gauche au début du XIXe siècle. Benjamin Constant, il est considéré comme de gauche dans le paysage politique du XIXe parce qu'il est anticlérical et parce qu'il est pour les droits Il civils est et politiques. républicain, au fond, même s'il peut défendre une monarchie libérale, mais il est quand même, en tout Mais cas, en tout voilà. cas, il défend voilà cette espèce de socle de droits humains et puis Mhm. d'anticléricalisme, parce que la Mhm. gauche, à l'origine, c'est aussi ça, l'anticléricalisme, pas forcément l'athéisme, mais l'anticléricalisme. Et donc, c'est ce projet commun donc à la tradition libérale et à la tradition, ce que j'appelle de gauche, qui est en fait une tradition qui consiste à vouloir aller plus loin dans l'accomplissement de tous les Mhm. droits humains.
pas seulement des droits politiques ou civils, mais aussi des droits sociaux, mais aussi les droits des femmes, mais aussi les droits des peuples des colonies, Hmm. etc. Oui, oui, donc là aussi, moi je suis profondément d'accord, mais on va arriver à un point de discussion, mais déjà, moi je pense que on voit qu'il y a une contradiction possible entre l'émancipation et ces principes universels. euh, enfin, il y a un lien intrinsèque plutôt entre la gauche et ça, mais d'un autre côté, et c'est peut-être ça le cœur du problème, c'est que quand on dit la gauche, c'est Mm. par opposition à la droite. Et donc on peut définir la gauche par l'universel de l'émancipation, je crois que c'est ce que tu fais, ou bien par le combat contre la droite, et par une sorte de conflit qui serait au cœur du politique. Et moi ce que je vois dans cette gauche, et il va falloir comprendre au fond comment être à la fois de gauche et universaliste, Mm. cette gauche qui refuse l'universalisme ou qui le critique, c'est parce qu'elle dit au fond l'universalisme, et que tu as bien dit, c'est peut être commun avec le libéralisme, avec beaucoup de Bien choses, sûr. et donc en fait elle masque la vérité de la politique qui est une guerre et donc qui est une guerre aussi Mm. contre la droite, et que finalement, il y a l'idée aussi dans le 19e siècle, avec au cœur du marxisme, il y a cette division. D'un côté, un marxisme qui se fait sur fond de l'universel, d'un autre, un marxisme qui assume une sorte d'irréductibilité de la lutte, et donc non pas l'universel, mais le conflit. Et donc quand on dit gauche, et je trouve que c'est vraiment le cœur du problème de la gauche aujourd'hui dans le monde, moi, si je vais un peu vite, hein, c'est que d'un côté on est dans l'universel, d'un autre côté, on est contre d'autres. Et comment être à la fois dans le conflit et dans l'universel. Et je pense qu'il y a toujours eu deux gauches, je ne sais pas si tu es d'accord, une gauche qui dit la vérité de la politique, c'est le conflit, et une gauche qui dit, avec Jaurès au fond, le conflit se fait, certes il y a du conflit, y compris social, il peut y avoir une lutte des classes, mais en vue d'un universel. Bah, il me semble quand même que le conflit, il est un peu irréductible, en tout cas dans une certaine mesure, dans le sens où, justement, face à ce projet d'émancipation, il y a tout de suite, immédiatement, dès 1789-90, Mm. eu un camp conservateur qui s'est dressé face à ce projet émancipateur et qui a développé une série d'arguments contre les droits de l'homme, contre l'égalité politique, Mm. contre la souveraineté populaire, contre aussi l'égalité économique. Chez Burke, donc, qui est le premier à formuler une critique radicale, violente, contre ce que les révolutionnaires viennent de faire. C'est Mm. dès 1789, donc c'est tout de Contre la suite. raison, contre Et cette l'universel. tradition conservatrice, en fait, c'est ça la matrice de la droite, de ce qu'on appelle la droite aujourd'hui, c'est Mm. la tradition conservatrice. Mm. Et il y a tout de suite un conflit. Oui, mais le paradoxe, et Burke le dit assez bien d'ailleurs, hein, Burke qui critique la raison, qui défend les préjugés, etc., il dit bien, assumez votre position dans le conflit au lieu de dire que vous êtes pour l'universel. C'est-à-dire il dit aux révolutionnaires, vous prétendez vous battre pour l'universel, mais en fait, vous vous battez contre nous. C'est-à-dire qu'en réalité, et je pense qu'on retrouverait ça aussi dans beaucoup de critiques des Lumières. Et par exemple, alors, dans le livre qui parle du contemporain, il s'agit aussi beaucoup de la lutte contre le colonialisme, etc. Pourquoi, pourquoi ne pas dire qu'on lutte contre ceci ou cela, et, et pourquoi ne pas dire juste ça, et pourquoi se revendiquer l'universel? Moi, je vois très bien pourquoi, au fond. Et d'ailleurs, Mais l'objection que moi je ferai à Burke, c'est que lui aussi il se bat au nom d'un universel. Quand il dit je défends les préjugés, par exemple, les traditions anglaises, contre l'universel abstrait des droits de l'homme, en fait, comme toute démarche philosophique, il pense que c'est valable universellement. Il pense que les préjugés sont valables ah bah, universellement. Donc complètement. personne ne se défait de l'universel. Complètement. De toute façon, ce qui se joue, mais même avant, en fait, entre lumière et anti-lumière, même avant la Révolution, parce qu'il y a déjà ce conflit-là, c'est un conflit de vision du monde, c'est un conflit de vision de l'homme, anthropologique, et de vision des sociétés. Et effectivement, il y a deux projets. En fait, c'est encore ce que dit Sternel, mais je trouve à juste Mmh, titre, mmh, c'est qu'au fond, la modernité, c'est pas juste l'héritage des Lumières, c'est l'héritage des Lumières et la réaction contre l'héritage des Lumières, mmh, l'antimodernité, les anti-lumières qui existent et mmh, qui sont en permanence là mmh, pour contester la vision du monde, de la société, de l'homme, voilà, des Lumières et de leurs successeurs. Et ce qui m'a, en fait, l'espèce de pas seulement d'étonnement, mais en fait de consternation mmh, qui a débouché sur l'écriture du livre, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a une partie de ceux qui se réclament de l'émancipation mmh, sociale, politique et même mmh, économique, dans une certaine mesure, qui vont en fait récupérer la matrice théorique
de la contre-révolution et du conservatisme contre la gauche historique en quelque sorte, contre l'héritage fondateur de toutes les traditions d'émancipation. Oui, donc la gauche, elle défend des principes universels, mais elle assume de les défendre dans un conflit avec ceux qui s'y opposent, avec ceux qui y Ben oui. résistent, avec ceux Oui, oui, non, mais c'est très très important parce que très souvent, les universalistes sont accusés d'angélisme et d'illusion, de masquer le politique finalement. Et je trouve que ce qu'il y a de très beau dans le titre, c'est de dire les Lumières sont aussi le principe d'un engagement, parce qu'il y a des adversaires des Lumières. Tout de suite, bien sûr. De toute façon, la philosophie des Lumières, c'est une philosophie militante, c'est une philosophie de combat. Les philosophes des Lumières savent qu'ils sont engagés dans une lutte contre le traditionnalisme, contre l'absolutisme, contre l'Église catholique, et même d'ailleurs contre le cléricalisme en général, quoi. Et il y a un autre auteur qui, à mon avis, est injustement oublié par la tradition philosophique, mais qui, moi, m'a inspiré à part Joseph Sternel, c'est Georges Lukács. Malgré tout ce qu'on peut penser de ses engagements staliniens qui sont évidemment critiquables, mais quand il écrit dans les années 50 un livre qui s'appelle La destruction de la raison, il est dans une défense du rationalisme contre ce qu'il considère comme la tradition irrationaliste, qui recoupe beaucoup ce que Sternel appelle les anti-lumières, et dont il voit les premiers représentants dans les conservateurs contre-révolutionnaires de la fin du XVIIIe siècle. Donc il y a vraiment ce côté, cette dimension conflictuelle aussi. Mais alors, quand on est de gauche et contre les Lumières, disons, comme alors il y a une figure centrale dans le livre qui est Michel Foucault, que tu critiques, et je trouve ça très très important, très intéressant. Quand on est de gauche et contre les Lumières, c'est pas non plus tout à fait pareil que la critique de droite. Il y a un point commun qui est de dire, qui est de critiquer l'émancipation au nom de l'universel, qui est de critiquer cette forme d'émancipation qui se revendique de l'universel, mais on pourrait dire que la gauche va le faire quand même, malgré tout, au nom de l'émancipation. C'est-à-dire pour Burke, pour la droite, l'émancipation est une illusion, il y a une sorte de nature des choses qui vaut mieux que la guerre civile, l'ordre vaut mieux que la justice, etc. On peut quand même penser que pour même Marx, d'une certaine façon, qui a critiqué les droits de l'homme, et pour Foucault d'une autre façon, il y a quand même l'idée que la raison, et pour Adorno que tu cites aussi, la raison peut masquer une domination, et si on doit la critiquer, c'est quand même au nom de l'émancipation. Donc il y a quand même, est-ce qu'il n'y a pas quand même des anti-lumières de gauche sont pas tout à fait les mêmes que les anti-lumières de droite? Non, bien sûr, mais par contre, ce que je questionne dans le livre, c'est de savoir si ces anti-lumières de gauche, ils ont vraiment un projet émancipateur. Et moi, je suis pas sûre du tout. J'ai l'impression que ce sont à chaque période de crise de la gauche, parce que finalement, il y a eu plusieurs versions de cette attitude anti-lumière de gauche. Il y a Georges Sorel au début du XXe siècle, il y a Adorno et Horkheimer dans un livre précis dans la dialectique. Dans un contexte et un livre précis. Voilà, dans un contexte et un livre précis. Et puis, il y a les post-structuralistes et les post-modernes, et notamment Foucault. C'est des gens qui, en fait, sont dans une attitude j'ai envie de dire, de surenchère de radicalité. Exactement. C'est ça, en fait. C'est... la gauche est dans une posture critique, la critique du monde social comme il va, la critique de l'oppression, de l'aliénation, etc. Et en fait, ces penseurs-là se disent, bon, bah, comme la gauche est en crise, en fait, c'est parce qu'on n'a pas assez critiqué, donc il faut aller encore plus à la racine des choses, et donc on va critiquer, y compris la raison, y compris l'universalisme, y compris le progressisme. Et là, il y a un passage à la limite où ça devient une posture intenable, contradictoire, inconsistante. Foucault nous dit, il le dit très clairement, que les projets d'émancipation, ils reconduisent forcément des formes de domination. En gros, on ne peut jamais sortir de la domination des uns sur les autres, de la coercition, etc. Et en disant ça, il s'interdit de penser l'émancipation, en fait. C'est-à-dire, pour moi, il y a deux possibilités. On doit constater finalement que même la Révolution française, les droits de l'homme n'ont pas produit une émancipation complète, qu'il est resté de l'aliénation et de la servitude, y compris les femmes, les races, puisqu'il y avait... Alors, ils ont pas tout de suite ou de façon compliquée aboli puis rétabli l'esclavage, les femmes ne votaient pas, les fous, il y a beaucoup de questions. Mais devant cette limite de l'émancipation, il y a deux solutions. Soit on dit, elle n'est pas complète, il faut continuer le travail de la raison, ce qui me semble un peu ton propos, continuer le travail de l'universel, dans le sens du féminisme, de l'antiracisme, etc., et du socialisme. Soit on dit au contraire, si c'est pas complet, c'est pas par hasard,
C'est à cause d'un défaut dans la machine C'est elle-même. ça, C'est exactement. pas parce que c'est pas parfaitement réalisé, c'est parce qu'on s'est trompé d'instrument avec Mmh. la raison. Et ça, je pense que en effet, c'est quand même au cœur de la démarche de Foucault, de dire on s'est trompé d'instrument, il y a une illusion intrinsèque, qui est de croire que la raison va produire l'émancipation. C'est pas un problème de fait, c'est un problème de droit, de principe. Ouais, ouais, tout à fait. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, que ton livre m'éclaire, parce que, et là, je voulais vraiment qu'on parle un instant de Foucault, Ouais. c'est que moi, j'ai toujours pensé que toute l'œuvre de Foucault tourne autour de la Révolution française. Peut-être pas l'histoire de la folie à l'âge classique, même si elle y conduit, mais après, à partir des mots et des choses, il décrit un basculement majeur. Il dit toujours fin du XVIIIe Oui, siècle. qu'il ne nomme pas, ouais, c'est ça. Voilà, fin du XVIIIe siècle, il se passe quelque Mmh. chose. On passe de l'âge de la raison Mmh. à la modernité, avec la vie, le travail, l'histoire. On passe de la naissance de la clinique, c'est pareil. Hein. On passe de la médecine classique à la médecine, à la clinique moderne, qui est d'ailleurs un pouvoir et non pas un Mmh. soin. Donc il fait opposition à Canguilhem et tout ça. Pareil, les mots et les choses, évidemment, jusqu'à surveiller et punir. Bon, et même encore l'histoire de la sexualité, le Mmh. premier volume, en tout cas, ça se passe au tournant du 19e siècle. Mais la révolution elle-même est la grande absente, finalement. Ouais, On absolument. passe d'un pouvoir à un autre, mais le moment révolutionnaire entre Mmh. les deux, c'est un grand blanc. Ouais, absolument. Alors que la naissance de la clinique couvre assez précisément, ouais, période par période, la révolution. Et il le dit dans un Et pour toi, entretien à ça, c'est un BHL. symptôme majeur, c'est-à-dire qu'en fait, il critique deux formes de pouvoir, mais il ne défend pas la révolution et l'universel qui va plus y apparaître entre les pouvoirs, les moments révolutionnaires. Le moment révolutionnaire. Oui, puis surtout, c'est quelqu'un qui, en fait, ne fait pas mystère, hein, de son hostilité profonde à ce qu'il appelle la tradition socialiste, lui-même. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, alors c'est pas quelque chose qui est au cœur de tous ses livres, mais il y a quand même plusieurs interviews et Mmh. plusieurs, le débat avec Chomsky, par exemple, où il dit, mais tout à fait clairement, qu'il est opposé à la tradition socialiste et qu'il est opposé au projet d'émancipation collective, qui sont des façons de reconduire des formes de domination. Et donc évidemment, la Révolution française, il la contourne Mmh. parce que ça ne rentre pas dans son hypothèse, et que lui veut au fond détourner les militants de gauche, le milieu de gauche qui influence Mmh. des projets révolutionnaires au bénéfice, il le dit tout à fait clairement, hein, ça, de luttes beaucoup plus Ouais, ouais, fractionnées, ouais. ponctuelles, etc. Donc évidemment, la Révolution française, pour lui, ça reste un problème, hein. Ça reste quelque chose. Oui, mais parce qu'il dénonce, là encore, c'est quand même, ça reste de gauche d'une certaine façon. C'est-à-dire, par exemple, en mai 68, il dit, vous croyez qu'on a libéré la sexualité, en fait, elle est passée d'un régime de pouvoir à un autre, et il s'en prend à l'illusion un peu libertaire, comme ça, d'une liberté qui se serait émancipée une fois pour toutes, et finalement, la Révolution française, il s'en prend à une forme d'interprétation d'illusion, là aussi, où on pourrait dire, on croit qu'on a libéré la Bastille ou les asiles, etc. On a une médecine humaniste maintenant, et en fait, on est passé au pouvoir médical après le pouvoir des prêtres. Bon, je résume, après le Ouais. théologique, le clinique. Moi, je crois effectivement, alors, ce qui est intéressant, c'est ta lecture politique de Foucault, assez frontale, c'est très rare à gauche, et je trouve que c'est très important, Ah parce oui, que, c'est rare. ouais, et c'est très émancipateur, parce que je pense que c'est devenu effectivement un maître penseur à sa façon. Et je pense qu'on peut quand même penser avec Foucault, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à condition de ne pas dire c'est l'instrument qui est vicié, mais de dénoncer une illusion aussi un peu naïve, comme quoi la Révolution française nous aurait émancipés une fois pour toutes, ou bien le mai 68 aurait émancipé la sexualité une fois pour toutes. Il n'a quand même pas tort de dire qu'il reste du pouvoir, de la domination. Après, la question c'est, encore une fois, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit continuer l'émancipation ou bien y renoncer? Une fois qu'on dit il reste du pouvoir, comment est-ce qu'on fait? Le problème, c'est que, en fait, je trouve que ce que Foucault a apporté, parce il faut rendre à César ce qui appartient à César, je pense qu'il a tout à fait, il a pointé des angles morts, de l'émancipation, tel que la gauche de l'époque, le concevait, en vraiment en braquant l'objectif sur, la question des asiles psychiatriques, la question des prisons, des conditions de travail, des Mmh. conditions de Mmh. détention des prisonniers, sur, effectivement les sexualités. Mmh. Il a d'une certaine manière, effectivement, obliger la gauche à regarder de ce côté-là, Mmh. à s'interroger sur les formes de domination qui pouvaient s'y nicher dans Mmh. ces interstices de la société
qu'on n'avait pas suffisamment analysé, qu'on n'avait pas suffisamment critiqué, quoi. Donc ça me paraît un apport, disons, des travaux de Foucault. Le problème, c'est que Foucault dit lui-même que avec, enfin, sa propre démarche, c'est pas du tout une démarche qui consiste à vouloir en finir avec l'émancipation, en finir avec l'aliénation, la domination, parce qu'en fait, elle est interminable. Ce qu'il dit, c'est que au fond, dans une des interviews, il dit: moi, je suis pessimiste. Il faut être activement pessimiste. Je me souviens plus exactement de son expression. Donc en fait, c'est toujours à déconstruire. Toujours, le travail est toujours à recommencer. Et l'émancipation, elle vient jamais, en fait. Oui, on est dans un moment aussi des années 60 où il y a cette idée qu'on est pris dans des structures et que le sujet, l'action politique ne peut pas s'en émanciper si facilement. Il y a finalement dans l'idée de Derrida sur le fait qu'on est pris dans la métaphysique, que même la critique de la métaphysique sera prise dedans, C'est etc. ça, il y a un Il côté. y a ce côté-là, mais encore une fois, on peut aussi Moi, je suis entièrement d'accord sur un aspect de la critique, mais je pense quand même qu'il faut distinguer c'est le point où je serais peut-être pas entièrement d'accord, c'est le moment où tu dis que cette critique de la raison et cette critique de l'émancipation, euh, qu'à mon avis il faut donc refuser, hein, mais le point où je suis moins d'accord, c'est quand il s'agit de dire qu'elle rejoint la critique de droite, qu'elle rejoint la critique, disons, traditionnaliste, etc. Je pense quand même qu'il reste ce ferment critique et que la norme de la critique est simplement devenue un peu confuse, mais que c'est vrai que quand il critique le pouvoir, l'abus de pouvoir, moi je dirais, mais pas le pouvoir d'ailleurs, mais l'abus de pouvoir médical ou dans les prisons ou dans le politique en général, il reste du côté de l'émancipation quand même. Parce que c'est ce geste critique dont tu montres d'ailleurs qu'il le retrouve à propos des Lumières, et à la fin, in fine, il retrouve dans même qu'est-ce que les Lumières, l'essence de la critique. Par contre, et c'est la question que moi j'aurais envie de discuter, et je pense à la suite de ton livre, et je pense qu'il faut vraiment le continuer, c'est quelles sont aujourd'hui les normes de la critique. Le problème de Foucault, c'est qu'il promeut la critique, mais on ne sait plus au nom de quoi. Exactement. On ne sait plus quel est le critère de la critique. Et c'est là que toi, tu réintroduis le critère. Il n'y a pas d'autre critère que les Lumières. Et lui, il fait des Lumières un geste critique un peu pur. C'est ça, ouais. Être des Lumières, c'est critiquer, mais critiquer au nom de quoi? Enfin, aujourd'hui, on a des néofascistes qui sont aussi très critiques, ils sont même ultra critiques, ils critiquent tout. Donc toi, ce que tu veux, c'est réhabiliter le critère de la critique. Bah, c'est parce que le problème avec le foucaldisme, c'est deux choses. Alors, je sais pas, je dis pas je dis moins qu'il rejoint la critique de droite que le fait qu'il s'appuie sur la critique de droite. Ah oui. C'est-à-dire que finalement, c'est un Nietzschéen. Donc, est-ce que Nietzsche est de droite? C'est compliqué. Nietzsche, comme tous les grands philosophes, il y a des Nietzschéens de droite, de gauche. Ouais, mais il est farouchement antisocialiste. Ça, c'est vraiment un truc qu'il a jamais quitté. C'est quand même quelqu'un qui toute sa vie a crié son rejet, son dégoût de la démocratie, de l'égalité humaine. Il dit grand mal de la Révolution française. Donc, c'est bien sûr que c'est pas... c'est un rebelle aristocrate, comme dit Domenico Losurdo, qui en a fait une biographie intellectuelle absolument magistrale. Mais disons que en s'appuyant sur Nietzsche, en s'appuyant sur Heidegger, moi je crois pas qu'avec des fondements pareils, on construit un projet émancipateur. C'est juste pas possible en fait. Et ce que je reproche à Foucault, c'est pas d'être évidemment qu'il n'est pas Heidegger, il n'est pas Nietzsche ou même Spengler. Enfin, c'est pas la tradition anti-lumière exactement de la même manière. Mais il enlève à la gauche les moyens de construire un projet émancipateur. C'est-à-dire que la critique, ce que tu disais un peu, tourne à vide. On critique, on ne sait plus au nom de quoi et pour faire quoi. Oui. En fait, moi, je pense que c'est important de faire une généalogie, même vitaliste, passionnelle, de la violence et du pouvoir. Donc, on pourrait prendre de Nietzsche, en tout cas ça, et simplement, à mon avis, effectivement, comme il n'y a plus de normativité du tout dans la conception de la vie de Nietzsche, il n'y a pas, même comme chez Canguilhem, simplement le négatif contre lequel on lutte, et finalement la maladie, mais aussi l'injustice et les normes qu'on invente pour lutter contre l'injustice, on n'a plus de critères, même de cette généalogie, parce qu'on fait la généalogie de la haine ou du pouvoir, mais pourquoi est-ce qu'on les critique? On ne sait plus.
Donc c'est vrai qu'il faut partir de l'expérience critique au sens du refus de quelque chose et de l'universel au nom duquel on refuse. Et puis de la nature humaine. Et Il y a une forme, moi je pense qu'il faut réhabiliter une ouais, forme de ouais, ouais. conception de la nature humaine. En tout cas, moi je dirais presque de, ouais, de sa destruction possible, C'est de ça, sa ouais. polarité, d'une nature qui est divisée, qui est... Après, Puis voilà. de ses besoins fondamentaux, de ses capacités fondamentales, la raison qu'on a tous en partage. Enfin, je pense qu'il faut revenir sur tout ça. On a été trop loin dans d'une posture hyper critique où effectivement on a enlevé aux humains hein, Hmm. les fondements qui permettaient de réclamer l'amélioration de la condition de tous, quoi. Oui, et évidemment, d'une certaine façon, moi je suis entièrement d'accord avec ça, mais je pense que c'est vrai qu'il faut aussi retrouver cet universel dans des combats concrets. Et c'est ce que, Je suis et même d'accord, dans ouais. des instruments concrets du combat. Ce que je veux dire par là, c'est que moi je suis évidemment pas du tout en train d'opposer la démocratie formelle et la démocratie réelle. Je pense qu'il faut des instruments universalistes, et Mhm. le droit, les droits de l'homme, la loi, etc., la République. Mais il faut aussi aller traquer les injustices concrètes. En te lisant, moi j'ai repensé aux réflexions sur la question juive de Sartre. Et en fait, tu Mhm. viens de me dire qu'il y avait un premier livre, plutôt que Ouais. ce livre est sur le contemporain, sur Foucault, sur les antiracistes et antiféministes et féministes d'aujourd'hui, qui critiquent la raison, donc cette gauche contemporaine. Mais il y a dans les réflexions sur la question juive, je ne sais pas si tu t'en souviens, Mais bien sûr. c'est un Oui, texte oui. étonnant, parce qu'il y a d'abord Ouais. l'antisémite, qui est un personnage, disons, libre et moral, qui choisit d'être antisémite. Et là, on peut lui opposer la démocratie formelle. Et puis après, il y a la façon dont l'antisémitisme devient une norme sociale. Et là, il faut opposer ce qu'il appelle la démocratie concrète. Et il faut empêcher l'antisémitisme de devenir un régime social. Et ce que dit Sartre, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que l'universalisme, c'est bien, mais ça ne suffit pas parce que l'antisémite, lui, il est irrationnel, justement, il a choisi la violence. Et en fait, c'est en transformant la société qu'on luttera contre l'antisémitisme. C'est pas juste avec le droit Ah, formel. mais je suis d'accord. Donc il faut la Oui, oui, démocratie concrète. Donc il faut absolument. Ouais. compléter l'universalisme par des luttes sociales assez précises. Complètement. Non, non, mais moi, je partage en partie la critique de Marx quand il dit que l'émancipation politique est un premier pas, mais que c'est une émancipation mutilée. Et je suis d'accord. Euh, on n'en serait pas là dans des sociétés où la frustration, l'oppression existe de façon massive, où les problèmes ne sont pas résolus. On n'en serait pas là s'il suffisait d'une démocratie politique formelle et que les droits civils de chacun soient formellement respectés. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Simplement, Ça, c'est un geste. Moi, je vois cette demande de démocratie concrète comme Babeuf, comme Marx, et au fond, je pense comme tous les socialistes au sens large, quoi, exactement. comme un approfondissement ou une réalisation des promesses de ces droits de l'homme. Je le vois plutôt comme ça. Ouais. Moi Euh, aussi, à vrai dire. c'est-à-dire qu'il faut les prendre au sérieux, les droits de l'homme. C'est pas juste, c'est pas juste du droit, c'est pas juste de la déclaration formelle, mais c'est quelque chose qui doit venir Donc vraiment agir pour toi, par contre. exemple, là, parce que là, on n'a pas vraiment Ouais. le temps, mais on pourrait entrer vraiment dans les combats les plus contemporains. MeToo ou bien Black Lives Matter, c'est de l'universel qui est demandé. Non. Je pense que la société, elle a montré dans ces deux événements-là qu'elle était capable. Je pense qu'il faut pas le voir comme quelque chose, faut le voir comme quelque chose de positif. Ces mouvements-là sont la preuve, et c'est heureux qu'il y a des choses qui sont devenues intolérables, qu'on n'est plus prêt à accepter que les femmes subissent l'oppression, que les Noirs soient pas considérés comme des citoyens comme les autres. Mais la question, c'est justement, et ce qui est tout problématique à chaque Mhm. fois dans ces deux mouvements, c'est la manière dont on exprime ce qui est devenu intolérable et ce qu'on en conclut. Si ça doit nous amener, comme aujourd'hui, on peut le craindre, à une division entre les races, à des revendications séparatistes, Mais moi, je trouve pas. ouais. Hein. Moi, je trouve que la société est bien plus profonde que certains des intellectuels qui parlent Oui, à non, mais son nom, je pense aussi, ouais. et quand même que certains de ses adversaires qui cherchent à la réduire à des mots d'ordre. Parce que MeToo, Black Lives Matter, pour moi, c'est profondément universaliste. Jamais j'irais dire que c'est séparatiste. Quand on dit Black Lives Matter, on a aussi un to, Oui, T2O, oui, c'est-à-dire Black Lives Matter too, c'est-à-dire elles valent autant que les autres vies.
Oui, oui, C'est pas oui. pour s'opposer aux autres. Oui, mais malheureusement, moi je trouve que ça c'est la façon, saine et normale de voir ces combats-là et Mmh, pour moi c'est enfin moi mmh, je les vois comme ça, mais ça a amené, des tonnes de discussions sur, quelque des choses comme, le privilège blanc, sur la fragilité blanche, je ne sais quoi, le côté incommunicable et inexprimable de l'expérience de l'oppression noire, comme si on pouvait plus, heu, partager, être solidaire, comme si mmh. l'expérience humaine, elles étaient irréductibles les unes aux autres, et cetera. Et ça me semble dangereux parce que c'est dans les milieux de gauche que ces discussions-là ont été les plus violentes. Et Ouais, moi, ça, c'est délétère, quoi. oui, oui, c'est certain. Moi, je pense qu'il faut absolument, il faut faire deux choses probablement. Il faut probablement montrer que ce sont des combats universalistes et que la gauche doit rester accrochée aux lumières, si j'ose dire. C'est ça. Ça, c'est sûr. Et en même temps, il faut montrer que pour lutter pour la démocratie concrète, il faut parfois un tout petit peu d'excès. Moi, ma thèse sur ce plan, donc Mmh. je te pose la question, hein, c'est qu'il faut pas, il faut, il faut pas renverser, et aller trop loin, parce qu'on brise l'instrument de l'émancipation, mais il faut aussi faire un tout petit peu trop. Un tout petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, la question de l'écriture inclusive, par exemple, pour Ouais. Félix, moi je suis pas de ceux qui l'utilisent partout, mais je comprends qu'il faille en faire un petit peu plus, que l'universel de la langue doit être un peu violenté, en quelque sorte, un tout petit peu, en son nom, au nom de l'universel, pour faire apparaître le féminin, un tout petit peu. Et de même, je serais totalement contre une réunion entre personnes d'où seraient exclus les blancs, par exemple, ou bien une pétition, comme ça a été le cas de collègues à Paris 8, qui est aussi nous blancs, nous blancs, hein, des universitaires, donc du côté de l'universel, nous blancs, nous comprenons que nous sommes intrinsèquement des dominants, etc. Ça, j'avoue, ça me choque très profondément. Mais d'un autre côté, qu'il faille un peu d'action affirmative, comme on dit, qu'il faille un peu quand même insister, qu'il faille un peu dire, bah, si vous voulez de l'universel, il faut qu'on voit ces gens qui sont devenus invisibles, il faut en faire un petit peu plus. Et il faut un petit peu d'écriture inclusive, il faut être un petit peu dur avec les hommes, un petit peu dur avec l'inconscience qu'on a qu'en étant blanc, voilà, qu'inconsciemment, quand même, on n'est pas conscient de certaines dimensions du problème. Donc voilà, il faut, entre j'allais dire, l'excès et la contradiction surtout, cette anti-lumière qui devient, à mon avis, en effet, qui n'est plus émancipateur parce qu'il n'est plus universaliste, et un universalisme qui est quand même dans une forme qui reste un peu inconscient de ces enjeux-là, il y a un milieu, je pense. Ah non, mais Et c'est là que se jouent les sorts de la gauche aujourd'hui, je là pense. où je suis d'accord, c'est que, en effet, on peut pas se contenter de resservir, comment dire? Une espèce de vision autosatisfaite, de l'histoire de la gauche, comme s'il y avait jamais eu de problème, comme si la gauche, elle avait toujours pris en charge, sans aucune difficulté, les questions d'antiracisme, les questions de féminisme. Bien sûr qu'il faut faire une forme d'aggiornamento, ça a déjà largement commencé, mais, il est évident que ces tendances ont émergé historiquement parce qu'il y avait des insuffisances dans les mouvements émancipateurs traditionnels. Dans le Parti communiste, dans le Parti socialiste. Oui, il y a Mmh. des choses qui étaient inaperçues, qui étaient insuffisamment prises en compte, etc. Après, la question, c'est aussi quelle vision du lien social et encore une fois de l'humanité on garde et qu'est-ce qui nous fait avancer, qu'est-ce qui nous fait nous battre. Il faut jamais perdre de vue, et je trouve qu'aujourd'hui on le perd un peu de vue, qu'on va vivre ensemble en fait. Qu'on va tous vivre ensemble. Les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les juifs, les non-juifs, Mmh. on va tous vivre ensemble. Et Mmh. donc, il faut pas briser le lien social. Il faut qu'on soit tous un peu. Bien sûr qu'il faut dénoncer ce qui va pas et tout ça, mais il faut quand même être un peu tous responsables de pas déchirer le tissu social et de pas devenir. Parce que le risque quand même qui menace nos sociétés contemporaines, c'est aussi la fracturation en, en clans de gens qui ne se parlent pas seulement d'ailleurs en termes de couleur de peau ou religion, mais la fracturation de la société, c'est ce que moi j'ai été frappée par l'archipel français de Jérôme Fourquet, parce que on est dans des sociétés qui sont quand même, je trouve, en danger d'éclatement, quoi.
Donc c'est aussi ça qu'il faut Oui, oui, non, avoir à pour moi, l'esprit. c'est évidemment, c'est extrêmement un risque extrêmement grave. Mais Mmh. d'un autre côté, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait plus de députés noirs, qu'il y ait plus Ouais, de... mais bien sûr, Non, mais c'est très important. bien sûr. Et c'est difficile à admettre pour nous, parce qu'on a envie de dire, par exemple, c'est la question aussi des deux féminismes, on a envie de dire, bah, voilà, si une femme est élue maire d'une grande ville, c'est d'abord parce qu'elle a une bonne politique, etc. Mais je pense que c'est aussi important vraiment qu'il y ait des femmes pour que Mais ça casse une les certaine image. Il y a un moment, et donc je pense que c'est là qu'on peut, c'est là qu'il même, de toute façon, je pense qu'entre nous, on est profondément d'accord sur mmh. l'idée comment rendre l'universel concret, en fait. Bah, quand même, les plus grandes victoires dans l'histoire Ouais, contre le racisme, contre le patriarcat et contre les inégalités sociales, elles ont été gagnées avec des principes avec des universalistes. principes Faut pas universels oublier ça, et quoi. en même temps des préoccupations concrètes. C'est-à-dire que moi, je suis très frappé que, voilà, aussi universaliste que je sois, peut-être que quand même il y a des choses qui ont changé dans mon rapport aux femmes dans les institutions depuis MeToo, que je fais un peu plus attention, et que ce surcroît d'attention, alors que je pense que j'ai toujours été universaliste et féministe, ce surcroît d'attention concrète dans les comités de sélection, dans l'université, dans ceci ou cela, chacun là où il est, peut faire le petit geste en plus, mais c'est ce en plus qui est très important. Et là où Foucault est dans l'intimidation, effectivement, c'est qu'il nous dit quoi que vous fassiez. C'est ça. Ouais. Voilà, et ça, je partage Ouais. ton indignation contre ça, parce que je pense que la gauche, c'est justement pas Mais l'indifférence parce que c'est aux gestes démobilisateur concrets. Voilà, aussi. exactement. C'est-à-dire que si on va trop loin, si on dit: «Bah, de toute façon, vous les blancs, vous nous Voilà, de toute comprendrez jamais», façon, et ben, on s'expose et moi je l'ai constaté, dans certains milieux et même chez les jeunes. Il y a une partie des jeunes, il y a une partie des jeunes qui est, complètement engagée dans le combat antiraciste et évidemment, c'est ce qu'on veut, quoi. Enfin, il y a pas de hmm, mais il y a aussi une partie des jeunes qui disent: «Bah, de toute façon, voilà, moi je suis blanc», qui se débrouillent, quoi. Parce que, à force de il faut pas braquer, hmm. encore une fois, on s'adresse à une population qui est diverse, et il faut garder ça à l'esprit. Il faut garder à l'esprit que, c'est cette population dans sa majorité qu'il faut faire évoluer et donc il faut éviter de trop cliver, je pense. Il faut, voilà, et par ailleurs, c'est certain que il faut, mon idée du progrès, parce que je pense que tu as un très beau chapitre aussi sur peut-on être de gauche et anti-progressiste, Mmh. peut-on être, moi je pense comme toi qu'on ne peut pas être de gauche et anti-progressiste, il faut être progressiste. Mais donc le progrès est toujours à plusieurs facettes, par exemple. C'est vrai que si on veut vraiment aider, par exemple, les réfugiés, ou les exilés, moi je dis pas les migrants, c'est vrai qu'il faut lutter socialement sur leur terrain, il faut lutter politiquement ici, il faut aussi évidemment lutter contre l'image des post-coloniales, des minorités noires, etc. Mmh. Parce qu'il est évident que la couleur de peau des réfugiés ou leur religion joue beaucoup dans le rejet. Et qu'inversement, dans la droite devient aujourd'hui de nouveau raciste, nationaliste, culturaliste, on peut dire. Et donc, on voit bien qu'il ne faut pas se voiler la face, j'allais Mais dire. ce qui est inquiétant, c'est que la droite aujourd'hui, elle est aussi capable de récupérer la lutte de classe qu'on a laissé tomber par terre. C'est-à-dire que moi, j'étais Bah, complètement Trump l'a assez bien fait. ah oui, et puis Marine Le Pen, il y a quelques semaines, qui dit à la télé: «Bah oui, mais le problème là dans cette situation, c'est que la lutte des races a remplacé la lutte des Oui, classes, oui. c'est qu'on s'intéresse plus, on dit que les blancs sont privilégiés même quand ils sont au RSA» et cetera. Et là, moi, je vois vraiment un angle mort, un point aveugle qui ça peut devenir très dangereux parce que, la question n'est pas seulement, d'être blanc ou non blanc, d'être une femme ou Bien un homme, sûr. il y a des classes Non, sociales non, non, et non. Toutes les égalités, même combat, moi, je pense. oui, voilà. Et c'est vrai que, mais c'est pas parce que cette droite-là, de manière perverse, dit ça. C'est vrai que c'est vrai que toute la gauche dit le contraire. Tu vois, quand ils disent la gauche veut que oublier la lutte des Bien classes. sûr, Donc mais c'est ils vrai, sont dans comme tu leur le dis rôle. très clairement, il y a une gauche qui se trompe et qui, qui oppose, qui ne voit pas qu'il y a une solidarité des combats C'est ça, il universels. faut lier les combats, il faut pas les Oui, oui, hiérarchiser. et je pense on va pas aller vers un grand progrès avec un grand P. Par contre, il y a du progrès si on lit tous les progrès. C'est ça. Tout à fait. Je suis d'accord.